Malheureusement, je n'entends pas. L'interprète n'entend pas. Matthew, pardon. Matthew, on ne vous entend pas. Ah voilà, on vous entend mieux maintenant. Merci beaucoup. Désolée, j'avais oublié de réactiver mon micro, dit l'intervenant. Bien, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui se connectent depuis l'Asie et le Pacifique. Bon après-midi pour les Européens et les Africains. Et vraiment, bonjour à ceux qui nous rejoignent depuis les États-Unis. Je m'appelle Matthew Price. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la session numéro 4 du webinaire entre l'Intosai et les ISC. Cette session portera sur la coordination. Alors, nous allons commencer par quelques petites considérations techniques. 1. L'interprétation est assurée. Regardez au bas de votre écran, vous y verrez l'icône du globe qui stipule interprétation. Vous cliquez alors sur la langue de votre choix, entre le français, l'arabe ou l'espagnol. Toutes les présentations auront lieu en anglais aujourd'hui et elles seront traduites dans ces 3 langues. Pardon, vous m'entendez toujours? Oui. Sachez également que ce webinaire sera enregistré et disponible sur le site internet sur lequel vous vous êtes inscrit, www.idsc, et les autres webinaires sont déjà disponibles sur le même site, sur ce même site. Très rapidement, je jette un petit coup d'œil pour être sûr que tous les membres du panel nous ont déjà rejoints. Mike, vous êtes là? Oui, oui, Mathieu, bonjour. Parfait. Freddy? Bonjour, Mathieu. Justine? Great, good you're here. Nous avons Justine également. Karma, bonjour. Oui. Et enfin, Camilla. Camilla avec nous cet après-midi également. Bien, je vois que tout le monde est effectivement connecté. Et bien, sur cette note, et puisque la technique fonctionne, je vais demander à chaque membre du panel de se présenter en commençant par Camilla. Camilla, merci de réactiver votre micro si nécessaire. Okay, well then we can Il y a un come petit back. souci de micro. Justine, peut-être, qui pourrait se présenter alors ensuite. Justine? Justine? Justine, vous nous entendez? It seems we are unfortunately having a few technical issues. Malheureusement,
vraiment à l'entame de ce webinaire. Quelques soucis techniques avec Camilla et Justine qui pourraient peut-être essayer de se reconnecter. Freddy, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, là, pas de souci, on vous entend très bien. Bonjour. Effectivement, bonjour Mathieu, merci de me permettre de me présenter. Je m'appelle Freddy Venjemba, directeur au département de gouvernance des ISC à l'IDI. Nous allons travailler effectivement sur l'indépendance et la question de l'indépendance dans le contexte de la coordination. Merci Freddy. Mike, peut-être. Bonjour. Bonjour à tous. Matthew. Freddy et moi, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Hein. Je m'appelle Michael Hicks. Je travaille à l'Office américain de contrôle du gouvernement, directeur des relations internationales. Absolument ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci de m'avoir invité. Merci. Karma? Bonjour. Je m'appelle Yangchen Karma. Je viens du Bhoutan et je travaille comme responsable de programme et ce depuis 9 ans. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous parler de ce que nous faisons, nous, au Bhoutan, dans notre ISC. Merci beaucoup de m'avoir invité également à cette session. Merci Karma. Ravi d'ailleurs de vous avoir parmi nous. Je reviens vers Justine et Camilla en attendant. Oui, moi je vous entends. Toute la question de savoir si vous m'entendez, vous. Ça y est, maintenant c'est bon, pas de souci. Je vous en prie. Et moi aussi. Du coup, je suis revenu. Voilà, je suis là. Parfait, mais écoutez, ça fonctionne, c'est parfait. Justine, en quelques mots, bonjour. Je m'appelle Justine, je travaille chez IDI et je m'occupe de l'appui à ceux qui ont, aux pays qui en ont le plus besoin ou qui connaissent le plus de difficultés, je pense notamment au Soudan. Camilla, enfin. Oui, bonjour. Merci Mathieu. Je suis responsable à l'unité Global Foundation et je me suis occupée notamment du bilan et du rapport 2020-2021. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du panel de nous avoir rejoints et nous allons commencer sans plus attendre en invitant Camilla nous parler de ce rapport effectivement qui se penche également sur la question de la coordination. Sans plus attendre, Camilla, je vous cède la parole. Merci Mathieu. Pardonnez-moi parce que j'ai un rhume. Je suis enrhumée, ma voix est quelque peu rocailleuse. Merci de votre compréhension. Je vais vous présenter les quelques résultats que nous avons obtenus en parlant de coordination. Dans l'exercice justement de bilan, nous avons posé toute une série de questions, notamment par rapport à l'appui au renforcement de capacité et poser des questions plus précises en matière de coordination. Donc, ma présentation s'appuie sur une question qui est la suivante. Qu'est-ce qui mène, quels sont les éléments qui peuvent mener à une coordination réussie? Je ne pense pas pouvoir y répondre cet après-midi, mais à tout le moins, jeter quelques éléments sur la table de réflexion lorsque vous discuterez notamment avec les membres du panel de cette question de la coordination. Alors, sans plus attendre, je vous propose de passer à cette première diapositive, les résultats résultant donc de cette enquête mondiale 2020. On se rend compte à la lecture de ce bilan et de cette enquête en matière de coordination des ISC notamment, on se rend compte qu'une mauvaise coordination, une mauvaise communication également sont considérés comme l'un des 5 facteurs qui contribuent à l'échec des projets d'appui notamment. Vous voyez une liste là de facteurs qui expliquent
les obstacles, les problèmes. Et on se rend compte très rapidement que ce sont des facteurs qui sont liés, par exemple, à un manque de ressources, à des contraintes également en matière de ressources humaines, mais également à un manque de connaissance du contexte, de l'environnement, des procédures trop peu souples et une mauvaise coordination et coordination. Si vous regardez maintenant, si vous regardez maintenant les trois, outre les ressources, le manque de ressources, vous verrez en fait en regardant ces différents éléments qu'on a là des éléments qui sont liés également entre l'interaction, qui sont liés à l'interaction entre les bailleurs de fonds et les ISC. En matière de financement, il y a des choses effectivement qui sont en place. Au niveau des ressources humaines dans les ISC, là non plus, on ne peut peut-être pas faire énormément de choses, mais les bailleurs de fonds doivent avoir une bonne connaissance du contexte et ils doivent être suffisamment probablement flexibles par rapport à l'environnement des ISC. Ce sont des facteurs qui sont liés finalement également aussi d'une manière ou d'une autre à souvent une mauvaise coordination. Pourtant, on voit que 50% ou moins de 50% des ISC ont un groupe de coordination. Il y en a davantage dans le CREFIAF et dans l'AFROSAI. Bien sûr, de nouveau, c'est probablement lié au fait qu'il y a probablement plus de bailleurs de fonds actifs dans certaines régions du monde et qui fait qu'il est donc nécessaire de coordonner les actions. Diapo suivant, nous avons également posé aux ISC la question suivante. La question portant sur ce qui, d'après eux, sont les éléments de réussite d'une bonne coordination. Le facteur le plus important, c'est visiblement, lorsque vous lisez les réponses, une interaction régulière entre les ISC et les bailleurs de fonds et la coordination des bailleurs, très important. C'est lié également au résultat suivant ou à l'élément suivant, c'est-à-dire de comprendre, qui vise à comprendre le contexte dans lequel les ISC évoluent. C'est évidemment extrêmement important, d'un côté comme de l'autre, que les ISC se rendent bien compte que les bailleurs de fonds comprennent leur contexte et leur environnement, de manière à pouvoir au mieux accompagner évidemment les ISC. Parce que si la coordination des bailleurs de fonds n'est que de la coordination sans compréhension de l'environnement dans lequel évoluent les ISC, on risque d'avoir un impact bien moindre, voire limité. Il faut également qu'il y ait un véritable engagement de la part de l'ISC. S'il n'y a pas d'engagement de la part de l'équipe dirigeante de l'ISC, les bailleurs de fonds ne pourront pas, je dirais, donner leur pleine mesure ou la pleine mesure de leur appui ou de leur accompagnement. Lorsque nous avons discuté, notamment avant d'envoyer l'enquête, lorsque nous avons discuté de toute une série de questions, notamment liées à la transparence des instituts supérieurs de contrôle, de partager des informations avec les bailleurs de fonds dans le cadre de projets, c'est une question qu'on s'est posée, mais il est possible également que l'équipe dirigeante ou les dirigeants des ISC ne soient pas forcément complètement engagés par rapport au projet et que la coordination s'en trouve quelque peu malmenée. Autre commentaire important, et là, de nouveau, on est en lien complet avec l'environnement, c'est un commentaire par rapport à ce que les bailleurs de fonds estiment du rôle qui doit être joué par les ISC dans un système de bonne gestion. C'est donc tout ce qui tourne autour des facteurs, des éléments qui permettent également de faire avancer l'agenda des ISC. Enfin, très important également d'adopter une approche stratégique de la part des bailleurs de fonds et des ISC. Maintenant, si vous regardez les choses de l'autre côté de la lorgnette, donc les éléments qui mènent à un échec et non pas à une réussite, on voit les choses un peu différemment parce que on se rend compte finalement que le facteur le plus lourd, c'est le manque de compréhension de l'environnement, de l'ISC, du contexte. Parfois, les bailleurs de fonds sont également bien trop concentrés sur leurs propres priorités, ce qui
rend les choses plus compliquées, sachant que plusieurs bailleurs de fonds sont parfois engagés dans un même projet qui vise à appuyer une ISC, n'ont pas forcément les mêmes visions et éprouvent des problèmes en matière de coordination. Exemple, notamment par rapport à certains besoins des ISC qui vont essayer d'augmenter ou renforcer leur capacité. Mais si le bailleur de fonds a un autre agenda, a d'autres priorités, des priorités peut-être plus politiques également, ceci, bien sûr, a un impact sur la coordination, quelque part, des activités entre les bailleurs de fonds et les ISC. À nouveau, manque ou peu de compréhension du contexte national, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le bailleur de fonds ne peut pas accompagner aussi bien que faire se peut les ISC, puisqu'on n'est pas vraiment en lien là avec le contexte non plus ou avec l'environnement. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent donner leur pleine mesure, évidemment. Ensuite, vous voyez 3 éléments supplémentaires, tels que des opinions ou des visions différentes du plaidoyer. Alors là, on est en plein débat sur l'indépendance des ISC. Quel est le rôle d'une ISC? Qu'attend-on d'un institut supérieur de contrôle? Peut-il être impliqué, engagé dans des discussions au niveau politique? Et comment les bailleurs de fonds peuvent-ils aider les instituts de contrôle sans pour autant compromettre leur indépendance? À tout le moins, s'il y a accord, il faut qu'il y ait accord sur le rôle qui doit être joué par les ISC. Autre élément qui explique les échecs, c'est une communication plutôt limitée. Et s'il n'y a pas non plus de débat indépendant sur les audits, sur les vérifications, les contrôles, là aussi, on peut se heurter à un obstacle parce qu'un manque de reconnaissance de l'importance, notamment de systèmes d'audit solides dans le cadre d'une gestion saine des finances ou des finances publiques ou de la gestion publique, c'est très important. C'est important pour les ISC. Cela veut dire qu'il y a là un impact également sur leur rôle, sur leur mandat, sur une approche parfois quelque peu biaisée aussi par rapport au budget notamment. Ce sont là les résultats principaux que nous avons obtenus donc dans le rapport. On avait posé peu de questions finalement, mais on disposait d'informations supplémentaires également. Alors, par rapport au groupe de coordination des bailleurs de fonds, il n'y a pas de tendance prédominante, outre l'aspect régional que j'ai déjà présenté. Et jusqu'à présent, il ne semble pas qu'il y ait une corrélation bien précise avec autre chose que la coordination ou la coopération régionale. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je repasse la parole à Mathieu. Merci Camilla. C'était effectivement extrêmement intéressant et au sein de l'IDI, effectivement, dans les mois à venir, nous allons creuser davantage ces données qui ressortent de ce bilan, de ce rapport et je me réjouis d'utiliser ces données pour améliorer la qualité de la coordination. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions lorsque il y a des présentations. Pour ce faire, posez vos questions dans la boîte de discussion. N'hésitez absolument pas et nous répondrons à toutes ces questions dès la fin des présentations. Alors, après cette première intervention, nous allons maintenant plonger bien évidemment dans le monde de la coordination. Et pour commencer, j'aimerais demander à Freddy de nous parler notamment de la
la coordination en lien avec l'indépendance des ISC, ce qui, comme Camilla le disait, est extrêmement important, notamment lorsque les attentes ne sont pas forcément les mêmes sur le rôle de plaidoyer joué par les ISC. Freddy, sans plus attendre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Matthew. Merci, Camilla, également, d'avoir planté le décor, et je me concentrerai plus sur le côté positif des choses parce que, en se basant sur notre expérience de l'indépendance des ISC, j'aimerais vous parler de ce qu'on voit comme étant l'effet multiplicateur que la coordination peut avoir, notamment quand on parle de plaidoyer et d'efficacité. Et on a constaté qu'en ce qui concerne le plaidoyer de réaction ou anticipatif, on voit que la coordination est un élément essentiel pour parvenir à des objectifs, et ça a vraiment un effet multiplicateur, et ce, à différents niveaux du processus. Pour ce qui est d'évaluer la situation, c'est bien de procéder à une évaluation conjointe et ensuite voir comment rassembler nos forces par rapport au sujet et également par rapport à la manière de définir des questions pour obtenir des réponses adéquates. Et donc, il y a une coordination également qui doit se faire pour l'utilisation des outils. Et donc, nous apprécions également toute l'évolution positive qu'on observe au niveau mondial. On voit qu'il y a une belle dynamique concernant l'indépendance. Il y a des initiatives mondiaux, les rapports mondiaux, les rapports d'évaluation. Il y a également l'index de la Banque mondiale. Et on voit que ça évolue vers une compréhension commune. Donc, ça permet de mettre en lumière les points qui nous semblent cruciaux pour la coordination. Alors, selon nous, ça repose sur deux choses. C'est d'abord s'attaquer aux problèmes de communication et s'assurer qu'on a une compréhension commune des questions par rapport au point notamment que Camilla a mentionné. Pour ce qui est de l'écart de communication, des différences de communication entre le mondial et le national, il est important d'aligner les attentes pour s'assurer qu'on a les bons canaux de communication et qu'ils fonctionnent, mais également au niveau national, quand on interagit avec une ISI ou d'autres parties prenantes, il faut s'assurer que la coordination à ces niveaux peut être répétée, reproduit à d'autres niveaux. Donc, un effet multiplicateur. Puis, il y a autre chose que je voudrais mettre sur la table concernant les attentes et la compréhension commune. On voit qu'une des conditions clés pour que la communication soit efficace, c'est d'aligner notre compréhension de la question et de partager la compréhension qu'on en a pour s'assurer qu'on en a tous la même compréhension. Pour ce qui est le CMAM, qui est le mécanisme de plaidoyer, qui est l'outil le plus utilisé par nos communautés, on est arrivé à une évaluation commune de la situation et ça avec un effet de levier par rapport aux points forts. Et M. Jostein en parlera plus. Au niveau bilatéral, on voit que la coordination concernant l'indépendance des ISI est un élément clé pour de réussite. Donc, en résumé, le point qu'on aimerait discuter, c'est l'effet multiplicateur que peut avoir la coordination par rapport à l'efficacité de nos efforts en faveur de l'indépendance des ISC. Nous espérons que cet effort va se poursuivre, que cette dynamique va se poursuivre. Merci. Merci, Freddy. Merci pour les points excellents que vous avez soulevés, notamment ce besoin d'avoir une compréhension commune au niveau mondial et au niveau national. Alors, pour ce qui est de la coordination au niveau national, je crois que c'est le bon moment pour donner la parole à Jostein, qui va nous expliquer comment on peut mener, faire de la coordination dans un contexte d'État fragile. Merci, Mathieu. Merci, Camilla. Merci de m'avoir présenté. En fait, souvent, on est dans un contexte avec des enjeux difficiles.
Je n'aime pas qu'on parle d'état fragile. Je préfère qu'on parle de contexte complexe ou difficile. OK. Non, non. Alors, l'effet multiplicateur, ça, c'est un élément intéressant. Et rien que de voir comment la coordination peut améliorer l'efficacité de l'appui, on voit que les choses changent, des choses se passent parce que les gens sont en réseau, donc ça va à qui s'adresser si nécessaire. Donc, si vous avez ces contacts, si vous avez ce réseau en place, c'est très utile et ça, c'est le résultat d'un mécanisme de coordination. Donc voilà, c'est toujours une question d'apprentissage aussi, bien sûr. Alors, avant de parler de ce slide, alors, ça peut être parfois un puzzle, cette coordination. Il y a beaucoup d'avantages, il y a la déclaration de Paris, il y a le principe de Dunham qui disent qu'il faut travailler ensemble, collaborer, savoir ce que les autres font, tirer les enseignements de ceux qui ont fourni un appui auparavant, quelles ont été les difficultés, etc. Mais beaucoup ne le font pas. Donc, pourquoi est-ce que ça manque dans certains cas? Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas toujours? Et donc, voilà, c'est là où on peut parler de contexte difficile. Pourtant, la coordination, c'est essentiel. Si nous, en, en- en tant que prestataire d'appui, de soutien, si on n'est pas coordonné, on risque du coup de voler des ressources à des ISC pour les attribuer à d'autres. Donc, il faut de la coordination, c'est absolument essentiel. Donc, il faut s'assurer que quoi que l'on fasse, c'est bénéfique, ça a du sens et non pas rajouter de la bureaucratie sur les ISC pour que les ISC puissent vraiment se concentrer sur leur métier clé, le travail d'audit. Et voilà, et ça, c'est délicat. Et beaucoup de donateurs ne font pas cela par option, par défaut. Mais voilà, tout ça est dans la déclaration de Paris. Je voudrais vous parler d'une affaire qui a commencé par une catastrophe et puis qui a donné des résultats positifs. Et puis, je voudrais également parler des ISC qui font partie de l'appel à proposition au niveau mondial dans le cadre d'un partenariat mondial. Alors, de la catastrophe à la meilleure pratique. Je vais parler de la Somalie. La Somalie, en 2017, c'est là qu'on a commencé notre engagement et on a voulu tirer les leçons des anciens partenaires. Je ne vais pas donner de nom, mais à un moment donné, on s'est rendu compte que chaque fois, il y avait un nouveau partenaire. Tous les mois, on se rendait compte qu'il y avait un nouveau partenaire et que le suivant ne savait pas ce que faisait le précédent. Et donc, on a demandé une réunion, on a convoqué une réunion pour comprendre, se mettre autour de la table et comprendre. Alors, cette réunion a été absurde. C'est des excuses d'un côté à l'autre de la table, se rejeter la faute, s'excuser, mais donc c'est clair que rien n'était coordonné, personne faisait la même chose, et ça dans un pays où il faut à tout prix une bonne coordination, mais ce n'était pas le cas. Vraiment un pays où il est essentiel qu'il y ait une bonne coordination. Et alors, il n'y avait pas. Et pourquoi? Il peut y avoir tellement de raisons, mais en fait, petit à petit, l'ISC a développé un plan stratégique, un plan opérationnel. Ils ont eu un nouveau directeur. Pour le plan opérationnel, ils ont dit, voilà, chaque semestre, il y aura une réunion conjointe des donateurs et tout l'appui qu'on va recevoir doit être aligné au plan opérationnel quand on fait le rapport annuel. On va prendre la contribution de chaque partenaire et on va s'assurer qu'ils se connaissent. Et donc voilà, là c'est vraiment un facteur de succès maintenant parce que
Voilà, voilà un plan qui est un succès. Vous voyez l'objectif à gauche. En fait, c'est le plan stratégique, c'est le point de départ. Ensuite, la division, l'unité qui dirige, l'unité directrice, donc les directeurs, etc. Et puis ensuite, différents prestataires de soutien, combinaison de donateurs et de prestataires techniques. Donc, prestataires techniques, donc les consultants, etc. Donc, ça peut être organisé ensemble, mais ça peut intervenir également à différents niveaux. Donc, voilà, les différents partenaires sont là. Vous voyez ce que chacun fait. Et puis, un mécanisme de coordination que j'ai mentionné, donc, qui est indiqué en bas de l'écran. Donc, voilà, c'est un exemple, un bon exemple de réussite. Bon, maintenant, on peut avoir ces réunions en ligne. On n'a pas besoin de se déplacer à Gadishow. Et donc, du coup, je crois que ça permet de rendre la coordination plus efficace aussi. On peut plus facilement se réunir en ligne. Alors, voici un exemple de comment on peut passer simplement du présentiel à des réunions en ligne. Ou alors une combinaison, enfin, ici, de participants du côté technique et des prestataires, des donateurs. Donc, c'est les partenaires et donateurs qui soutiennent l'ISC, mais il y a également un groupe PFM dans le pays. Et ça fonctionne à plein régime dans le Soudan, dans le sud du Soudan pour actuellement. Donc, on fait partie de cela aussi. Donc, il y a beaucoup ici de prestataires appliqués dans l'appui à l'ISC, ou des programmes d'appui également qui sont menés par l'ISC elle-même. Et donc, ils sont engagés à se réunir régulièrement. Donc, l'ISC va convoquer les réunions, convoque les réunions, modère les réunions. Alors, seule la moitié ont vraiment mettre cela, concrétiser cela. Madagascar, le Niger, là, on a invité des donateurs régulièrement, puis Érythrée. Arrive avec les rencontrer donateurs individuels, puis le Togo, et puis des donateurs qui eux-mêmes devaient provoquer la coordination. Donc, parfois, la coordination peut être entre les mains des donateurs et pas toujours de l'ISC, mais bien sûr sur le principe du leaderat, du leadership par l'ISC. Voilà une petite contribution de ma part. Je vais en rester là, Mathieu. Donc, pour résumer, la coordination est efficace, ça suscite de l'énergie, c'est efficace, c'est un must dans un contexte difficile, mais il faut faire preuve de flexibilité en ce qui concerne le type de mécanisme et d'outils qu'on utilise. Je suis d'accord avec le rapport mondial d'évaluation. Les réunions régulières, c'est un must, bien évidemment, mais sans oublier la qualité non plus. Merci beaucoup, Jocelyn, pour les excellents points que vous avez soulevés. Je peux parler d'une expérience personnelle, le contraste entre la coordination avant COVID et la coordination pendant la pandémie. Et c'est un signal, un bon signal, je crois. Et Michael Gio va nous parler justement de la coordination pendant la COVID-19. Mike, si vous êtes prêt, allez-y. Merci, Matthew. Bonjour tout le monde, bonjour les panélistes, mesdames et messieurs les participants, mes collègues et directeurs des relations internationales. C'est très intéressant d'écouter
d'avoir entendu la présentation de Camilla, de Freddy, de Jostein. J'ai appris beaucoup de choses et je peux faire le lien avec différents points soulevés. Mes remarques concernent la coordination pendant la COVID-19. Et ce n'est pas unique à la coopération des donateurs Intosai, mais ça peut servir d'exemple qu'on peut appliquer à la coopération avec les donateurs, entre donateurs, pour renforcer la coordination. Depuis le début de la pandémie, plusieurs mécanismes de coordination ont été créés pour permettre aux ISC de fonctionner dans cet environnement. Nous pensons que c'est particulièrement important, là où le gouvernement dépense des millions de dollars en réponse à la COVID. Notre initiative de coopération internationale pendant la pandémie a donné la création d'un site web coordination internationale pendant la COVID, où vous trouvez plein de documents, des groupes de discussion, la création d'un programme avec l'IDI, l'Intosai, pour permettre aux ISC de s'équiper des nouvelles technologies. Nous avons également organisé des webinaires internationaux concernant les audits dans le cadre de la corruption. On a également lancé un nouveau groupe de discussion concernant la dépendance des ISI. Sur la base du rapport de la Banque mondiale concernant l'index de la dépendance. Et donc, je vais mettre l'accent sur les deux premières initiatives, le site web de la COVID et les enseignements que l'on tire de cela. Il y a plusieurs exemples qui montrent comment on peut se coordonner maintenant et à l'avenir. Au début de la pandémie, on s'est dit qu'il fallait absolument aider les ISC à échanger leurs ressources d'audit, les meilleures pratiques et les leçons de cet exercice. 50% des ISI ont été confrontés à des difficultés pour maintenir leurs opérations ou pour changer le mode de travail. Il y a des gouvernements qui ont créé des programmes qui n'étaient pas totalement sous leur contrôle. Il est évidemment possible de faire des paiements directs à des entreprises et en fait, il s'agissait d'anticiper les problèmes avant qu'ils deviennent ingérables. Donc, on a créé le site web COVID-19 et on a mis en place des ressources pour aider les SAIS pendant la pandémie. Alors, de méthodologie d'audit, on a parlé des normes en matière d'audit. Ensuite, les audits dans les cadres de crises comme le Ebola, la H1N1 et après 3500 utilisateurs, 3300 utilisateurs ont consulté notre site web. En septembre 2020, la Russie a adopté notre système comme système pour les questions urgentes, utiliser donc notre site web et cette réussite pourrait nous aider à l'avenir pour envisager d'autres formes de coordination. Et j'ai bien aimé d'entendre de la part de Camilla et de Frédéric qu'il y a des facteurs de succès et que c'est grâce à la coordination et que ces leçons qu'on peut dire de cela vont nous aider à avancer positivement. Pour ce qui est de l'initiative site web COVID-19, on a été mené par l'IDI, les donateurs, Intosai, d'autres parties prenantes. Et c'est vraiment une initiative positive. Tout le monde était prêt à faire tout ce qu'il pouvait pour avancer, opérer pendant la pandémie. Donc, les ISC, les donateurs, d'autres parties prenantes ont bien participé. Toute personne ayant un téléphone mobile, un accès Internet pouvait fournir des informations sur le site web, des informations à télécharger. Et puis, finalement, il y a vraiment eu beaucoup de demandes pour ces informations. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a eu énormément d'utilisateurs en peu de temps. Et alors, ce dont je vais parler, et
Pour le GIL, nous avons été très déçus de la manière dont ça s'est passé pendant la pandémie, une crise humanitaire, en matière de santé publique. Et nous avons été très frustrés parce qu'on a fait des recommandations à notre gouvernement il y a de cela plusieurs années concernant les traitements pendant la pandémie que notre gouvernement n'avait pas vraiment pris en considération. Et les actions par rapport à ces recommandations auraient pu permettre d'éviter certains problèmes en ce, y compris notamment la transmission par des déplacements aériens. Clairement, c'est ce qu'on retrouve dans les leçons à tirer, notamment pour améliorer ces problèmes-là à l'avenir, que ce soit avec tous les acteurs, que ce soit les Nations Unies, l'OMC, l'OCDE, ainsi que d'autres organisations. L'idée, c'est vraiment de tirer les leçons. Alors, dans ce rapport-là, on retrouvera effectivement une indication pour dire que les gouvernements ont la responsabilité de mettre en place des plans pandémie, de trouver et d'identifier les responsabilités de chaque agence gouvernementale, éviter la propagation d'un virus, notamment par des déplacements aériens, établir un mécanisme de reddition des comptes et de transparence pour les programmes gouvernementaux, améliorer la communication, analyser davantage de données fiables afin de prendre des décisions et de proposer des actions pertinentes. Ceci étant dit, un groupe de discussion a été mis en place où nous avons pu obtenir un retour d'information, notamment par rapport au premier rapport, au deuxième, et le deuxième rapport du coup est en cours de rédaction. Nous avons apprécié évidemment les retours d'information sur les leçons qui ont été tirées. Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet. Je pense que un des éléments de réussite justement de tout ça-ci, vous le retrouverez sur le site internet, c'est ce que je vous disais, de mieux coordonner, de mieux collaborer entre bailleurs de fonds et les ISC pour travailler sur les problèmes existants, pour éviter également que des problèmes ne se reposent à l'avenir. Je pense également que ces exemples illustrent parfaitement bien le pouvoir du travail ensemble, de la coordination entre tous les acteurs afin de poursuivre des valeurs et un intérêt commun. En nous tournant vers l'avenir, je pense qu'il va falloir continuer à peaufiner ces méthodes-là et à être très clair par rapport à tous les acteurs, que ce soit les ISC, que ce soit avec l'IDI et toute la communauté des bailleurs de fonds. Je pense que nous pouvons même arriver à faire davantage et mieux en nous engageant encore davantage dans avec différentes agences comme les Nations Unies, l'OCDE, le public, les médias également, qui doivent nous aider à faire passer le message. Je conclurai mon intervention ici et bien évidemment, je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci Mike, c'était extrêmement intéressant, très utile. J'ai posté l'adresse du document auquel vous faisiez référence dans la boîte de discussion. C'est un exemple excellent de coordination, mais de coordination rapide en situation d'urgence, ce que j'ai trouvé extrêmement impressionnant à l'époque. Alors, j'aimerais rappeler à tous que vous pouvez bien évidemment poser vos questions si vous en avez dans la boîte de discussion. Camilla l'a également mentionné dans la boîte de discussion et nous serons bien évidemment ravis de répercuter vos questions auprès des membres du panel. Quand on parle de coordination, on se rend compte que très rapidement, on se heurte à des périmètres différents, à des dimensions différentes. Certains voient la coordination au niveau national, d'autres au niveau international. Et donc, quand on parle de coopération mondiale, ce serait intéressant d'entendre maintenant un ISC nous parler de son expérience par rapport à un exercice de coordination. Et je cède donc la parole à Karma de l'ISC du Bhoutan. Merci. Merci de nous avoir invités cet après-midi à vous parler de ce que nous faisons. Je m'appelle Yanjeng Karma et je travaille comme gestionnaire de projet, responsable de projet depuis 9 ans.
au sein de mon Institut supérieur de contrôle et je vais vous parler cet après-midi de notre expérience en matière de coordination et vous dire quelques mots peut-être sur les éléments de réussite finalement d'une coordination fructueuse. Au nom de mon ISC, permettez-moi de remercier l'IDI et la coopération bailleurs de fonds Intosai de nous avoir invités. Alors, nous sommes au Bhoutan dans un pays en développement. Et dans ce pays en développement, il est extrêmement important pour nous de travailler de concert, mais également de coordonner nos actions avec nos partenaires. L'ISC du Bhoutan a toujours fixé dans ses priorités le renforcement de capacité. Avec un appui notamment des bailleurs de fonds. On s'est toujours concentré sur le développement de capacité, le renforcement de capacité. Pour ce faire, nous avons identifié nos besoins, travaillé avec des bailleurs de fonds au niveau national et international. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 domaines de coordination qui se basent sur notre expérience. Un, comment avons-nous coordonné l'action avec les partenaires au développement? Quels sont les éléments de réussite d'une bonne coordination? 1. Comment coordonner les choses avec les partenaires au développement? Alors avant de nous lancer dans ces projets de développement, on étudie notre stratégie, notre plan stratégique et on le montre aux partenaires au développement. Chaque bailleur de fonds a ses propres priorités et donc il est extrêmement important de se référer au cadre du partenariat stratégique parce que dans ce cadre-là, les partenaires au développement peuvent effectivement également mentionner leur domaine de priorité. Donc nous commençons par un projet de document en capitalisant sur les priorités également des bailleurs de fonds et les nôtres. C'est comme cela que nous pouvons identifier des domaines d'intérêt commun. Donc, on essaie d'harmoniser notre travail avec celui des bailleurs de fonds. C'est ce qu'on trouve notamment dans le bilan. On s'est rendu compte que la plupart des bailleurs de fonds ne reprennent pas forcément les besoins des ISC. Ils ne nous fixent pas des priorités, mais nous essayons également, nous, de nous calquer quelque part sur leur domaine de priorité en tenant compte toutefois de nos besoins. Deuxièmement, dès que nous devons rédiger un document, au Bhoutan, on pense aux bailleurs de fonds. Alors, nous travaillons évidemment avec de multiples bailleurs de fonds parce que nous devons renforcer nos capacités et les bailleurs de fonds, en général, s'intéressent moins aux besoins de renforcement de capacité. Ils s'intéressent davantage à des questions comme l'atténuation du changement climatique. Et donc, pour nous, il est relativement compliqué d'obtenir un appui des bailleurs de fonds. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de les approcher, d'expliquer nos besoins en lien avec les leurs. Dès que c'est fait, on les rend. On commence par impliquer l'auditeur général qui, à lui, doit également être d'accord avec ce que nous proposons et nous organisons une réunion entre l'auditeur général et les bailleurs de fonds. Si la proposition passe, obtient le feu vert de la part des bailleurs de fonds, nous mettons en place un groupe de pilotage au bureau du projet qui va impliquer tous les responsables et toutes les unités. Donc, vous avez par exemple, si c'est un projet qui porte sur les finances publiques, nous impliquons l'unité qui s'en occupe et le directeur qui s'en occupe, qui alors à ce moment-là devient directeur ou président du groupe de pilotage. Ensuite, nous travaillons également sur l'état d'avancement du projet et ce faisant, nous partageons toujours les bonnes pratiques comme les points de vigilance, bonnes pratiques qui nous permettent évidemment de progresser et les points de vigilance de manière à ce que nous puissions
trouver une solution et une manière de résoudre tout cela. Donc, bonnes pratiques et obstacles, comme je vous le disais, sont également passés en revue. Alors, pendant la phase d'exécution du projet, nous tenons toujours le bailleur de fonds au courant de ce qui se passe. C'est important parce que dès que les fonds sont versés, si vous maintenez la communication avec le bailleur de fonds, il voudra s'inscrire dans la durée, dans la relation de durée. Donc, ils ont toujours un rôle d'observateur dans les projets qui sont accompagnés par eux financièrement et sur nos réseaux sociaux, nous référons à eux. Donc, nous augmentons leur visibilité parce que finalement, les bailleurs de fonds, c'est cela qui les intéresse quelque part aussi. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire et c'est notre manière à nous de remercier les bailleurs de fonds. À la fin du projet, on arrive à la phase d'évaluation avec des agences externes d'évaluation. Pourquoi? Parce que le bailleur de fonds et les différents acteurs auront davantage d'entente à l'accepter, ce rapport final, dès lors qu'il a été visé et approuvé par des instances d'évaluation externes. Ça nous permet aussi, alors à ce moment-là, d'avoir une idée claire de la situation. Lorsque vous êtes trop engagé, parfois il y a des choses que vous ne voyez plus. Et donc, c'est important d'avoir une évaluation externe du projet, de ce qui s'est bien passé, des points de vigilance, des réussites, tout ceci. Donc, se passe au niveau de l'évaluation. Dès que cette évaluation a lieu, nous allons partager le même rapport avec les bailleurs de fonds et les différents acteurs, ainsi qu'avec d'autres bailleurs de fonds. Donc, s'il y a encore des écarts que nous devons combler, nous les avons identifiés dès lors qu'il faudrait continuer ce projet-là avec d'autres bailleurs de fonds. Alors, quels sont les éléments maintenant de réussite qui mènent à une bonne coordination entre mon ISC et les bailleurs de fonds? 5. 1, c'est l'appui de l'équipe dirigeante. Donc, tous les exercices de renforcement de capacité fonctionnent à partir du moment où l'équipe dirigeante est impliquée. Au bout de temps, dans mon ISC, notre auditeur général est nommé pour 5 ans. Tous les 5 ans, nous avons un nouvel auditeur général. Et ce que nous faisons, alors à ce moment-là, dès qu'il y a un nouveau auditeur général mis en place, un homme ou une femme, cette personne sera mise au courant effectivement des différentes priorités en matière de renforcement de capacité. Nous voulons absolument que la personne s'intéresse à ce renforcement de capacité de l'ISC. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième facteur, nous avons une unité dédiée de gestion de projet et un comité de pilotage. Donc cette unité, cette cellule au sein de notre ISC intervient très en amont, puisque vous avez un comité d'audit qui est présidé par l'auditeur général. Et nous sommes tous en lien. L'auditeur général, bien sûr, dirige le comité de pilotage du projet et tout cela en lien avec les partenaires au développement. Numéro 3, nous maintenons évidemment un lien avec les bailleurs de fonds et surtout, nous assurons une communication appropriée. Je vous le disais un petit peu plus tôt, les bailleurs de fonds se voient octroyer le statut d'observateur simplement pour s'assurer que les partenaires au développement voient ce qui est fait des fonds et nous voulons absolument leur montrer également que nous valorisons évidemment leur appui. Nous produisons des états d'avancement sur les projets, notamment lorsque des choses extrêmement intéressantes qui ne sont pas forcément attendues sont mises en place. Et il y a bien sûr rapport sur l'état d'avancement des choses, que ce soit aux bailleurs de fonds ou aux instances dirigeantes. Alors, les bailleurs de fonds, les partenaires au développement doivent aussi
être tenus au courant. Parce que si nous sommes redevables, si nous devons rendre des comptes, eux aussi, ces bailleurs de fonds, doivent rendre des comptes, notamment aux contribuables de leur propre pays. Donc, dans mon ISC, nous sommes très, très clairs par rapport au rapport d'intérim, par rapport au calendrier, par rapport au délai, et nous rentrons toujours nos rapports, même avant le dernier jour. Nous montrons également systématiquement beaucoup de gratitude aux bailleurs de fonds, parce que lorsque les bailleurs de fonds nous accordent des fonds tout à fait substantiels, nous montrons toujours que c'est important pour nous. Alors, on le fait comment? L'auditeur général va inviter les partenaires au développement à déjeuner, que ce soit lors d'événements officiels ou moins officiels, où nous les remercions de travailler avec nous et nous indiquons toujours notre volonté de maintenir la relation. Parce que parfois des choses ne peuvent pas se résoudre avec un simple email, mais elles se résolvent très facilement autour d'un plat, autour d'une table ou autour d'un bon repas. Et c'est ce qui permet aussi de s'inscrire dans la durée, dans une relation avec un bailleur de fonds. Alors, systématiquement, nous parlons de l'impact de l'appui du bailleur de fonds afin de commenter leur visibilité. C'est extrêmement important. L'ISC du Bhoutan va soumettre son rapport d'audit annuel au Parlement et aux différents acteurs ainsi qu'aux médias. Donc, lorsque nous faisons cela, je le disais plus tôt, d'office, nous permettons d'accroître la visibilité des partenaires au développement. C'est notre manière aussi, dans le rapport d'audit, de les impliquer et surtout de les remercier pour leur appui. Voilà, j'ai couvert les 5 points que je voulais soulever avec vous cet après-midi. Il y en a d'autres, mais je peux vous dire que ces 5 points sont vraiment extrêmement importants pour nous notamment, et pour la réussite de nos projets avec les bailleurs de fonds. Ce sont 5 points aussi qui nous ont permis de nouer des relations de longue durée avec les bailleurs de fonds et les différents acteurs. Et je suis sûre que d'autres diront comme moi que ce sont des points importants. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, je serai absolument ravie d'y répondre. Merci à vous. Karma, mille merci pour cette présentation. Il y a une question, je pense, de Nabila, de l'ISC d'Algérie, qui vous demandait si vous pouviez nous donner davantage de composantes ou d'indications sur la méthodologie du rapport d'évaluation. Oui, alors, certains bailleurs de fonds demandent des évaluations, même en cours de mise en place du projet. Et la plupart à la fin du projet. Donc, ce que nous faisons à la fin du projet, c'est un rapport d'évaluation, mais on évalue d'abord les instances qui vont évaluer, on définit les domaines à évaluer, et parfois, les bailleurs de fonds ont leur propre demande. C'est ce que nous faisons au sein de l'ISC. Finalement, nous travaillons avec une agence. L'évaluation faisait partie du projet. En fait, ce que nous avons fait, nous avons recruté notre propre organe d'évaluation qui comprend la situation. Donc, la méthodologie que nous avons suivie, c'est la suivante. En fait, le bailleur de fonds
édicte des règles sur l'évaluation. C'est en général disponible sur le site Internet. Notre site Internet, nous choisissons l'évaluateur sur base qui va répondre aux demandes des bailleurs de fonds. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou voulez-vous davantage d'informations? Camilla ou Nabila, c'est bon? Vous avez obtenu? Non, je n'ai pas de commentaire, dit Camilla. Merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Voilà, je vous propose maintenant de passer à la discussion générale. Si vous avez des questions à poser aux membres du panel. And if not, I don't see any hands. Then I would like to dive into. Bien, si ce n'est pas le cas, je vais maintenant parler de quelques questions pour lesquelles nous sommes préparés et dont on a pris note pendant les interventions. Tout en ce qui concerne la coordination et la nouvelle norme, parce que les choses ont changé de manière significative et Justin, de cette manière, a dit aussi que les choses étaient devenues plus faciles. Mike a expliqué maintenant qu'il y a une plus grande coordination mondiale. Je voudrais donc en savoir un peu plus comment certaines questions ont été particulièrement affectées par la COVID-19 et comment est-ce que vous envisagez la coordination dans le cadre de cette nouvelle norme. On va peut-être demander à Freddy. Quelle a été donc quelle sera la stratégie avec cette nouvelle norme? Merci, Matthew. Alors, le son est très mauvais. Il y a un problème de son. Donc, il y a la coordination qui est affectée par la nouvelle norme, la nouvelle manière de faire, notamment pour obtenir l'engagement des parties prenantes au niveau national. Et il est important de réévaluer le type de capacité, de soutien, donc un soutien de base pour avoir accès, par exemple, à des équipements en ligne. C'est aussi un outil pour soutenir la dépendance. Donc ça, c'est un outil important, efficace. En même temps, on s'est rendu compte que les outils de plaidoyer et de soutien n'étaient pas toujours efficaces. Alors, l'interprète arrête parce que le son ne permet pas d'assurer une interprétation suffisante. Je suis désolée, il y a un problème de son. En fait, ça a amélioré la coordination, si je vous comprends bien. Justin, vous voulez réagir par rapport à la même question? Quelle est votre expérience par rapport à l'appui bilatéral mis en place par IDI et en rapport avec la question de la coordination? Comme Freddy l'a dit, la boîte à outils est meilleure, donc il y a plus de compétences parmi les ISC. Et donc, voilà, c'est une manière maintenant d'avoir des réunions plus courtes. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour s'assurer que la qualité est au rendez-vous. Effectivement, c'est important aussi d'avoir des questions de discussion substantielles par rapport à ce qui doit faire l'objet d'une coordination. Vous avez mentionné le programme Pop-up pour les ISC et les réunions de coordination sont utiles
quand on a des objectifs clairs sur lesquels on travaille, si on a une proposition de projet dont il faut discuter, des documents de projet, par convocation, par exemple, d'une réunion de partenaires et présenter le rapport d'audit annuel en bref pour les partenaires, puis ensuite laisser la parole pour qu'ils puissent poser des questions. Donc voilà, le type de réunions qui sont vraiment d'intérêt en disant, voilà, maintenant nous avons l'opportunité de discuter du rapport. Donc, on tirer les leçons de cela, puis ensuite voir ce que fait chaque partenaire, ce qu'ils ont appris de l'exercice précédent, de l'année précédente. Donc, il y a beaucoup de choses que les ISC peuvent faire si elles organisent des réunions pour en faire des réunions attrayantes, pour pouvoir soulever des questions qui très ennuyeuses comme la coordination peut l'être. Donc, pouvoir combiner cela avec des questions qui suscitent plus d'intérêt. Et ici, les partenaires et donateurs ont un rôle à jouer. Ils doivent demander qu'une réunion soit tenue, exiger qu'une réunion soit tenue. Et donc, le proposer eux-mêmes si l'ISC ne convoque pas la réunion. Mais voilà, ce n'est pas souvent le cas, hein. Toujours dire l'ISC doit faire la coordination au niveau national, mais voilà. On a besoin de bons exemples par comment ça peut être fait, où est-ce que ça se passe bien et vraiment, vraiment tirer les leçons et bien identifier les bonnes pratiques. Oui, comment est-ce que ce processus dont vous parlez, par exemple, réunion de coordination, a été bénéfique au cours des quelques dernières années et comment est-ce que vous agez l'avenir avec cette reprise lente suite à la COVID? Est-ce que ce sera plutôt de personne à personne ou... Oui, effectivement. Dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir se déplacer? Est-ce qu'il pourra se réunir en ligne, de manière hybride, en présentiel? Donc, effectivement, ça a du sens de se réunir en ligne pour beaucoup de personnes. C'est une question de flexibilité aussi. Mais bien sûr, c'est toujours important de se réunir physiquement, en présentiel. C'est une autre qualité. Ça ajoute de la qualité aussi. Alors, ça dépend des sujets aussi, bien évidemment. Mais alors, au niveau national, beaucoup d'informations qu'on peut partager de manière plus informelle. Donc, il faut pouvoir faciliter cela aussi. J'ai parlé du groupe PFM au Sud-Soudan, où il y a de cela 2 ans, il aurait été impensable de faire cela en ligne, d'imaginer de pouvoir faire cela en ligne avec des gens qui sont aux États-Unis dans des agences du Nord. Et donc voilà, se réunir pendant 1 heure avec ce groupe, ce cadre de gestion performance, le PMF, et puis quelqu'un de l'IPF, et puis quelqu'un représentant le secteur fiscal. Et donc là, franchement, ça a été très utile de pouvoir se réunir en ligne. Et voilà, et maintenant, on continue aussi ce genre de choses en améliorant la qualité, en partageant les compétences. Pas sûr que j'ai répondu à la question, mais oui, il y a des gains, vraiment, des avantages très nets. Merci beaucoup, Justine. Donc, passer peut-être à la perspective nationale à une perspective plus internationale. Mike pourrait expliquer comment la nouvelle norme a affecté la collaboration internationale et comment est-ce que vous voyez les choses pour la suite. Merci, Matthew. Pour moi, la question essentielle, c'est l'utilisation des technologies. Si les gens sont équipés, par exemple dans le programme Grant concernant permettant d'aider les ISC à obtenir les technologies, l'équipement adéquat.
Donc, quand on a la technologie, ça signifie qu'il y a moins de barrières à la communication et à la coordination. Et ça peut vraiment faciliter les interactions, des interactions plus fréquentes. Je réfléchissais à ce que Yang disait. Effectivement, on peut plus se réunir comme ça, se voir de manière informelle pendant le dîner, le déjeuner, pour créer des liens et se créer ces liens informels. Donc, il va falloir être donc, c'est pour ça que quand on va voyager, etc., il faut reprendre ce type de relation. Et une fois que c'est là, je suis sûre, je suis un peu optimiste concernant l'utilisation des technologies et que une fois que les liens auront été créés, effectivement, je crois qu'on pourra continuer à avoir un engagement en ligne et constructif. Alors, pour ce qui est de la dépendance, la question de la dépendance dont Freddy parlait, je crois qu'il y a vraiment une opportunité à renforcer la coordination sur la dépendance des ISC. Et le rapport de la Banque mondiale, le rapport d'index, le rapport d'évaluation mondiale de IDI. C'est vraiment des choses qu'on peut utiliser pour continuer à travailler sur l'indépendance des ISC et nous apprécions la participation de différentes parties intéressées. Merci, Matthew. Merci, Mike. Effectivement, on verra comment se développe cette initiative sur la dépendance des ISC. Alors, en ce qui concerne l'importance de se réunir en personne, physiquement, en présentiel, je voudrais demander à Camilla, comment vous vous êtes adapté pour continuer à pratiquer une bonne coordination pendant la COVID-19? Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un effet à long terme de cette adaptation? Oui, merci de la question. Alors, bien sûr, nous avons été impactés par la COVID, mais peut-être pas autant que le reste du monde. On a eu moins de Il y a eu plus de 2000 personnes infectées, donc moins que la moyenne mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comme l'ont dit les autres panélistes, nous aussi, on a utilisé les technologies pour communiquer, même si on a été moins infectés que les autres pays du monde par la COVID. Et donc, effectivement, d'où l'importance de la collaboration, de la communication. Et donc, coordination, collaboration, effectivement, mais la communication, c'est super important aussi en utilisant les technologies. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu la pandémie, la COVID, on serait pour l'instant dans un hôtel, en face à face. Mais avec la COVID, voilà, Zoom est arrivé. Et donc, on a eu le même genre de réunion avec les donateurs, avec les moyens du bord. Et donc, ça a été possible. Donc, je crois que c'est important de continuer à communiquer en utilisant les technologies. Les technologies sont venues nous aider. C'est ça qui nous a sauvés, qui nous a permis de rester en contact, de continuer à dialoguer et à communiquer avec les donateurs. Et donc, voilà, on va continuer à les utiliser, mais bien sûr, c'est important de se rencontrer en présentiel, en respectant le protocole de distanciation physique, etc. Mais alors, pour d'autres ISC qui ne sont pas dans le même cas que nous, moi, je leur suggère vraiment d'utiliser les technologies, de ne pas hésiter à utiliser ces moyens. Merci. Comme l'ont dit d'ailleurs les autres membres du panel. Merci, Yang Chen. Donc, malgré toutes les difficultés créées par la COVID, ça a beaucoup encouragé certains d'entre nous au sein de la communauté Intosci, des donateurs, de vraiment aller dans le sens des technologies. Et j'ai l'impression aussi que, après vous avoir entendu et de ce que je sens ici, que on va continuer à les utiliser, ces technologies. Alors, il y a une autre question que je voudrais aborder, qui a été mentionnée plusieurs fois, c'est la question du contexte. Le contexte a été mis en lumière dans le GSR, donc dans le rapport mondial d'évaluation.
Donc voilà, on y parle d'ailleurs d'échecs, là où il y a un manque de compréhension du contexte. Donc sur la base des expériences des panélistes, comment est-ce que vous envisagez le contexte? Comment est-ce que vous comprenez le contexte par rapport aux donateurs? À votre avis, quelle est la meilleure approche pour les donateurs pour bien comprendre le contexte de l'ISC et du pays en général? Et comment avoir donc une vision générale du système de gestion financière du pays? Et donc, c'est une question auquel les donateurs doivent de plus en plus se confronter. Voilà. Justin, que pouvez-vous nous dire de votre expérience, et notamment dans le cadre du programme PAPAP? Je sais qu'il y a eu des réunions de coordination, de complaisance, je dirais. Les représentants des donateurs ont rendu les ISC de manque de résultats, ont jeté la responsabilité sur des questions de gestion financière aux ISC, et donc ça devient un peu désagréable. On a aussi l'impression que dans certains pays, pour cette raison, c'est peut-être pour cette raison pour laquelle peut-être les ISC ne veulent pas tellement de réunions de coordination. Parce que ça vous met en avant de la scène. Alors, le contexte, les partenaires, les donateurs rendent les ISC responsables de ce qu'elles font. Ça doit se poursuivre. Mais des partenaires donateurs peuvent parfois ne pas comprendre la situation dans laquelle se trouvent les ISC. Ils ne comprennent pas toujours le contexte dans lequel justement elles se trouvent. Et ça aussi, ça peut poser problème. Pourquoi? Peut-être parce que le donateur se retrouve peut-être lui dans une situation stressante où il peut y avoir des questions de gros budget à risque. Et ça concerne aussi toute la question de la continuité sur le terrain, de la personne qui se retrouve sur le terrain. Ce qu'on a déjà vu aussi, c'est des gens qui viennent, qui sortent des réunions et puis sur le terrain, ça ne suit pas. Et ça met du temps pour aussi comprendre un contexte dans lequel on se trouve. Alors, ce n'est pas toujours facile à résoudre comme question, mais avec la COVID-19, c'est peut-être plus facile aussi de faire comprendre le contexte et du coup d'avoir ces réunions de coordination qui s'étendent aussi sur le contexte. Thank you, Yosin. Merci, Justin. Cette question de contexte, ça chevauche aussi avec la question de la dépendance des ISC. Et Mike a mentionné le fait qu'il y a de plus en plus de travail dans ce sens à l'avenir. Donc, je serais intéressée d'entendre de la part de Freddy, qu'en est-il de la coordination des donateurs par rapport à la question de la dépendance? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui peut être fait à l'avenir pour répondre à cette question importante et pour s'assurer qu'il y ait une bonne compréhension du contexte de la part de l'ISC et du contexte dans lequel se trouve du pays de l'ISC? C'est très important. En fait, quand on comprend que travailler sur l'indépendance de l'ISC, ça dépasse l'aspect technique, il faut du coup prendre en considération le contexte, les questions contextuelles dans la situation économique du pays et au-delà de l'ISC proprement dit pour comprendre ce que fait où se trouve cet ISC dans cet écosystème de responsabilité, de reddition des comptes. Parce que ça va intervenir pour définir la portée de l'appui que vous allez donner. Et c'est là où la coordination peut représenter une valeur ajoutée parce qu'il y a plusieurs points d'entrée pour la compréhension du contexte et également pour l'effet de levier, pour s'assurer que vous êtes sur la voie des
d'atteindre les objectifs, les bons objectifs. Et nous avons toujours revendiqué une meilleure compréhension du contexte. C'est une manière de s'engager effectivement, s'engager et il faut bien avoir une compréhension commune. On commence par cela et s'assurer aussi que lorsqu'on s'engage au niveau national, on fait une évaluation correcte de la dynamique, de ce qui est possible et de ce qu'on peut revendiquer, du plaidoyer qu'on peut avoir et des changements que l'on peut apporter. Merci, Freddy. Alors, au-delà du contexte national, mais en fait, en ce qui concerne le contexte Intosai, je pense que ce serait intéressant que Mike nous dise comment Intosai, au niveau mondial, et notamment pour comment est-ce que donc les donateurs sont familiarisés avec le contexte de Intosai et du contexte donc Intosai en général. Comme ça a été dans le rapport, justement, il est important d'avoir une compréhension, d'améliorer la compréhension de cela. La question est intéressante, effectivement. Je voulais d'abord faire un petit commentaire par rapport à l'indépendance à laquelle faisait référence Freddy. L'une des choses les plus intéressantes que j'ai trouvées par rapport à l'indépendance des ISC, c'est que la plupart des problèmes d'indépendance, finalement, dérivent d'un manque d'indépendance financière. L'indépendance financière est elle-même liée directement au cadre législatif et constitutionnel d'un pays. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel on peut appuyer, sur lequel on peut jouer. Freddy en parlait quand il parlait d'environnement, de contexte et de manière de faire progresser les choses. C'est comme cela que l'on peut réfléchir aux interlocuteurs, aux acteurs avec lesquels travailler pour faire progresser l'indépendance des ISC. Et à nouveau, l'un des points sur lesquels on peut jouer, c'est avec les bailleurs de fonds du Fonds monétaire international, parce qu'eux ont évidemment une puissance d'action qui est très importante. Il y a des outils excellents comme celui SAI-RAM qui a été développé par l'IDI. Et je crois qu'il y a là des occasions, des possibilités de traiter la question de l'indépendance. Et c'est vrai que comprendre l'environnement est primordial parce que les obstacles auxquels ça heurte, les ISC principalement, sont liés à un manque d'indépendance et au cadre constitutionnel. Et je crois que c'est là aussi qu'il faut concentrer tous ces efforts. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, ou je ne sais pas bien si je pourrais vous donner vraiment des idées sur la manière dont les Intosai peuvent au mieux comprendre l'environnement des ISC. Je pense que grâce au programme de gestion des finances publiques, je crois qu'au sein même de la coopération des bailleurs de fonds, il y a une connaissance vraiment qui est grande. Ce qui est important pour nous, c'est de permettre aux gens de se rassembler, d'établir des relations de travail, de manière à ce que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants, les besoins également des différents acteurs. Et l'IDI favorise la communication également entre les bailleurs de fonds en matière de coopération. Merci Mathieu. Camilla, peut-être, qui peut rajouter sa pierre à l'édifice. Oui, merci beaucoup. Quand on parle de la compréhension d'un environnement, d'un contexte, une tendance mondiale se dégage, et on le voit notamment dans le rapport. Il y a un recul démocratique
à plusieurs endroits. Et c'est à ne pas oublier, notamment quand on parle du contexte et de l'environnement, les choses changent et peuvent changer très rapidement. On l'a vu ces derniers mois dans différentes régions du monde. Et en fait, c'est que chez Intosai, on n'a peut-être pas une connaissance suffisamment affinée des spécificités régionales. En d'autres termes, quelles sont les approches les plus appropriées à adopter qui aident les ISC à s'emparer d'un système de gestion publique, des organisations comme le FMI ou les grosses organisations de bailleurs de fonds, évidemment, ont des connaissances affinées de ces systèmes et on pourrait très largement bénéficier de ces leçons-là aussi, de ces informations-là aussi, parce que nous avons des informations, bien sûr, sur la manière de travailler avec les différents acteurs, ce qui nous donne à tous toujours probablement une idée plus précise de la manière dont les ISC vont travailler avec tel ou tel acteur, les ISC de type juridictionnel, ou les ISC qui sont redevables devant un parlement, par exemple, n'adopteront peut-être pas vraiment les mêmes positions. Et donc, si nous voulons imaginer de nouveaux outils, inventer de nouvelles approches, il est important de répondre aux besoins des uns et des autres. Des mécanismes de réponse sont probablement nécessaires par rapport à des changements soudains, mais également sur à des changements un peu plus à long terme. Voilà. Merci pour votre attention. Merci, Camilla. Pour conclure sur le contexte et l'environnement, Karma, y a-t-il quelque chose à rajouter, notamment qu'est-ce qui est important? Quels sont les éléments importants que les bailleurs de fonds doivent garder à l'esprit quand ils travaillent avec les ISC? Oui, l'environnement. Le contexte, l'environnement de l'ISC. Son plan stratégique également. Alors, ça s'appelle parfois un cadre de développement du pays. Il y a différents noms, mais on ne peut pas fonctionner sans stratégie, sans priorité au développement. Donc, il faut essayer en fait également d'identifier les priorités, essayer de s'aligner sur ces priorités. Pour les partenaires au développement, à eux aussi de regarder notre plan stratégique. Dans notre cas, nous avons participé 2 fois à des rapports qui sont également publiés sur nos sites en matière de gestion de finances publiques. Les bailleurs de fonds peuvent trouver des tonnes d'informations dans nos plans stratégiques. Et les ISC d'eux-mêmes doivent regarder les plans stratégiques des bailleurs de fonds en essayant d'identifier leurs priorités, ce qu'ils cherchent à obtenir. Et c'est comme cela, je pense aussi qu'on comprend que je crois qu'on comprend le contexte, l'environnement. Et ce n'est que lorsqu'on a compris le contexte qu'on peut éventuellement s'attaquer aux problèmes. Pour ce faire, je pense qu'on peut, je vous le disais, étudier les plans stratégiques des uns et des autres. C'est ce que je peux du moins, moi, vous répondre. Merci. C'est effectivement un commentaire extrêmement intéressant. Si vous allez sur le site de la coopération Intosai, bailleurs de fonds, n'hésitez pas à aller
jeter un petit coup d'œil au plan stratégique des différents acteurs, y compris des bailleurs de fonds qui vont pouvoir obtenir davantage d'informations, aller explorer les informations sur les pays. Vous trouverez des documents tout à fait intéressants. Ils sont sur le site. Je vous remercie. Alors, une question à Mike avant de conclure extrêmement rapidement. Si vous pouviez nous donner quelques informations supplémentaires en quelques secondes sur l'initiative d'indépendance GAO-ISC. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Lors de la publication du rapport d'indice d'indépendance des ISC, des remarques ont été faites, des recommandations également ont été faites sur la manière dont on peut travailler avec tous les acteurs pour répondre aux problèmes qui ont été identifiés dans le rapport de la Banque mondiale. Vous retrouvez tout cela dans le rapport de l'IDI. Alors, le caractère inclusif me semble être primordial. Je m'explique. Il faut reconnaître que nous devons également travailler avec d'autres acteurs comme ceux dont je parlais, le FMI, les Nations Unies, l'OCDE, plutôt que de créer un nouveau comité au sein de l'INTOSAI et beaucoup de bureaucratie finalement. L'idée, c'est peut-être de rassembler ceux que ces questions intéressent. Parler d'actions à entreprendre ensemble, de voir comment on peut agir ensemble pour répondre à la question de l'indépendance. Donc nous, je dirais que ce sont tous les bailleurs de fonds, les membres des INTOSAI, les organisations supranationales, jusqu'à l'OCDE et d'autres. N'hésitez pas à nous approcher pour travailler avec l'auditeur général également, à avancer des idées et des actions que nous pouvons entreprendre pour avancer, pour progresser en matière d'indépendance des ISC. N'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon adresse dans la boîte de discussion, je répondrai à vos questions. Alors, on est encore au niveau du développement, on développe l'initiative, nous ne sommes même pas encore organisés en groupe, mais pourquoi pas faire passer le message. Si vous pensez que c'est constructif et que vous avez envie de faire partie de cette initiative, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie. Mike, merci beaucoup. Je rajouterai effectivement votre adresse mail dans un instant dans la boîte de discussion. En fait, ou la boîte de discussion, ou l'adresse mail de mes collaborateurs. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc merci pour cette annonce-là qui est faite de ce groupe-là. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre webinaire. Merci aux membres du panel, merci à l'équipe technique interprète y compris. Et lundi, nous passerons à notre dernière session qui se penchera sur la manière dont nous allons réfléchir un nouveau rapport entre l'IDI et le FMI. Vous trouverez davantage d'informations sur le site. Je vous remercie pour votre participation et je me réjouis de vous revoir tous lundi. Merci beaucoup.